Merci à vous de nous rejoindre pour la troisième partie du débriefing des experts. Mes invités sont toujours avec moi. Ibrahim Mohamed, il est expert en gestion des conflits. Merci d'être resté pour la troisième partie du débriefing des experts. Et M. Nou est toujours avec moi. Il est un spécialiste des questions de piraterie maritime. Merci d'être resté avec nous pour la troisième partie. Et Ali Hassan, M. Ali Hassan, qui lui est un diplomate, un expert en relations internationales. Merci à vous également d'être resté avec nous. Le débat de ce dimanche 3 avril va porter sur le thème système éducatif et formation professionnelle. Avant donc de laisser la place demain à ma collègue Marie-Angèle Touré qui va approfondir ce débat, nous allons en dire quelques mots. Nous allons aborder effectivement la problématique de la scolarisation des enfants. Alors, quelques chiffres sur l'éducation, sur la formation et la scolarisation à Djibouti. Plus de 4 000 enseignants. Nous avons plus de 40 000 élèves qui sont scolarisés au primaire et au secondaire. Et nous avons un taux de scolarisation de 60%. Cependant, ceux qui observent l'école djiboutienne, ceux qui sont les spécialistes de ces questions, pensent que les défis à relever sont encore énormes. Nous allons commencer par quelques-uns. Selon vous, quel est le problème principal de l'école djiboutienne aujourd'hui, M. Nou? Merci Richard. Je pense que ce problème qui est crucial, je dirais, il a déjà été abordé, mais c'est d'arriver à atteindre les objectifs du millénaire en matière d'accès à l'école. Et votre pays, effectivement, s'était fixé comme objectif c'était effectivement engagé à atteindre cet objectif en 2015. En 2015, voilà. Mais je pense qu'on n'en est pas très loin, mais on ne l'a pas encore atteint. On ne l'a pas encore atteint. Qu'est-ce qui a fait effectivement que le taux de scolarisation n'a pas explosé encore à Djibouti? Ceci dit, je précise que les observateurs considèrent effectivement que Djibouti a le plus fort taux de scolarisation dans la sous-région. Oui. Mais pourquoi n'a-t-il pas été possible d'aller un peu plus loin? Tout simplement, il faut savoir d'où on vient. Quand on a commencé à appliquer l'éducation pour tous, qu'on a appelé l'école fondamentale, il fallait commencer presque à zéro, parce que la population était en augmentation constante. Il était impératif de répondre à ces objectifs du millénaire et de répondre à cette nécessité de pouvoir scolariser tous les jeunes et de pouvoir les garder à l'école. Et cette scolarisation, effectivement, dans le cadre de cette politique de l'enseignement fondamental, a donné des résultats, même s'il y a encore du travail à faire qui, certainement, mais vous l'avez bien souligné, je crois que les taux que l'on cite généralement sont assez et globalement satisfaisants. Mais il y a encore 40% qui ne sont pas. 40%. Il y a encore, voilà, des enfants djiboutiens ne sont pas encore scolarisés. M. Ibrahim, avant de venir à vous, M. Ibrahim. Moi, je pense que ce sujet a été bien traité. Moi j'aimerais bien intervenir sur le niveau. C'est le deuxième point, effectivement. Sur ce point que nous allons c'est un niveau pas spécifique à Djibouti. Je suis en même temps professeur en France, à l'université. J'interviens des cours. Mais les copies des enfants ou des étudiants à l'université, à Lille même, je peux citer si vous voulez, le niveau aussi. Il parle mal français? Il est bas, les niveaux. D'accord. Bon, on va rester à Djibouti pour l'instant. On va rester. Vous vouliez dire quoi par rapport? Vous vouliez dire quelque chose effectivement par rapport en restant toujours par rapport à l'accès, oui. Je pense que vous avez posé une question donc, tout à l'heure en disant que comment peut-on expliquer effectivement cela? Vous savez que au niveau des régions, au niveau des structures rurales, les gens se déplacent. Il y a des déplacements dus à la désertification. Et tous ces gens-là viennent à la capitale. Et ceci gonfle effectivement les chiffres donc, des enfants qui sont sur... et donc quand on regarde le taux de scolarisation, on voit que dans les régions... C'est inférieur en milieu rural, voilà, milieu rural et supérieur en milieu urbain. Voilà.
urbain. Et donc, du coup, les effectifs sont gonflés parce qu'effectivement, on essaie quand même de caser, quand même, donc d'offrir une scolarisation au maximum d'enfants donc possible. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter parce que quand on arrive à des effectifs élevés, effectivement, on se dit, mais finalement, donnons quand même donc une éducation donc abordable, donc de qualité à ce chiffre-là. Si on mettait plus. Il fut un moment où le concept d'école mobile a fait effectivement irruption dans le milieu enseignant et éducatif. Pourquoi ça n'a pas été expérimenté? C'est-à-dire que les enfants, le concept consistait à scolariser les enfants des nomades. Pourquoi ça n'a pas pu être expérimenté? Puisque vous posez la question, vous évoquez effectivement la question du déplacement des populations. Ce déplacement ne se fait pas au niveau rural, d'un point A à un point B. Ce déplacement aussi, ça se fait aussi. Voilà. Les études montrent effectivement que les enfants des nomades ont effectivement des difficultés à se scolariser parce que les parents se déplacent constamment. Je suis d'accord avec vous, M. Richard. Mais dans la majorité des cas, ce déplacement se fait vers la capitale. Les zones rurales. Voilà, des zones rurales vers la capitale. Et donc, il faut offrir à tous ces enfants qui sont là, et ce qui est donc assez difficile. Monsieur Mohamed Ibrahim, on va revenir sur la question de la qualité de l'enseignement, le contenu qui est dispensé à l'école. Pourquoi aujourd'hui le contenu de l'enseignement n'est pas adapté, enfin selon certains spécialistes, à l'environnement socio et culturel de l'enfant? Tout dépend, c'est-à-dire que le niveau des enseignants ici, c'est un niveau très élevé, c'est-à-dire qu'il y a des critères pour être enseignant dans notre pays. Il faut obligatoirement avoir le diplôme requis. Peut-être, moi, je pense qu'il faut plutôt renforcer l'encadrement des enseignants, des cours pédagogiques beaucoup plus... C'est une question d'encadrement ou plutôt une question de définition du contenu. Il y a la loi d'orientation du 10 juillet 2000... Du 10 juillet, la loi d'orientation date de juillet 2000 qui préconise une redéfinition du contenu de l'enseignement. Mais quel regard on peut porter aujourd'hui, 2000 à 2016, les enfants qui étaient en âge d'être scolarisés en 2000 ont aujourd'hui 20 ans peut-être ou 21 ans, mais le contenu, selon les spécialistes, ne serait pas toujours adapté à l'environnement socio-culturel à Djibouti. Mais ce n'est pas un problème spécifiquement à Djibouti. La question est de savoir quelle solution apporter aujourd'hui. Et nous avons... Monsieur Richard, oui. Moi je ne suis pas du tout d'accord avec ces spécialistes qui disent que le contenu n'est pas adapté. Bon, il n'est peut-être pas à 100% parfait, mais je pense que depuis cette loi d'orientation de août 2000, c'est bien août 2000, je pense que la première génération qui a commencé cette réforme va avoir le bac cette année. Oui, cette année, en 2016. Et effectivement, ces spécialistes, dont votre compatriote Abdourahmane Ouaberi, que vous connaissez, qui a écrit des livres sur la question, Abdourahmane Ouaberi, qui dit effectivement qu'aujourd'hui, à Djibouti, dans son pays, le contenu, ce qu'on enseigne à l'enfant, là on parle de l'école primaire, n'est pas effectivement, c'est pas votre regard, c'est pas votre jugement sur la question. Non, pas du tout, parce que effectivement. Monsieur Ali Hassan. Oui, je répondrai tout simplement par dire que nous avons nos enfants dans ces écoles primaires. Oui. Et nous suivons parfaitement... Et ils déplorent le fait que ces enfants soient sans savoir lire et écrire. Après le premier cycle, ne savent pas lire et écrire. Il y en a, pas tout le monde. Il y en a qui ne savent pas lire et écrire. Effectivement, il y a beaucoup de choses encore à améliorer. Ça, on le disait, ce n'est pas un problème spécifique à Djibouti. Mais ce n'est pas aussi alarmant qu'on puisse l'entendre. Et vous avez cité M. Ouaberi. Nous avons tous nos enfants, justement, dans ces écoles primaires. Nous ne les garderons pas. Si, effectivement, le niveau de l'enseignement dans ces écoles-là n'était pas à la hauteur de nos attentes. Donc, c'est un peu exagéré. Et effectivement, il faut maintenant orienter, peut-être, après un certain nombre d'années, au niveau du secondaire, vers des formations, vers des enseignements plus techniques qui leur permettent assez rapidement de se projeter sur le marché du travail.
Voilà ce dont il essaie. Alors, l'article 7 de cette loi d'orientation que je viens d'évoquer dit ceci précisément. Le système éducatif djiboutien doit préparer l'enfant à être utile à la nation en lui procurant des connaissances le rendant capable, à la fin d'un cycle d'études, de comprendre les réalités propres à son environnement social. Exactement, tout commence par l'éducation. Il faut éduquer l'enfant, d'accord, sur son pays, pour confronter le marché du travail, c'est vrai. Mais il y a aussi de l'autre côté, l'enfant, il doit savoir ses valeurs républicaines, la valeur de la nation, le civique. Voilà, les biens publics. Et Waberi, que je viens d'évoquer, il donne un exemple qui est peut-être anecdotique ou caricatural, mais qui, selon lui, est illustratif des problèmes de l'école djiboutienne. Il dit l'enfant lit en classe que la chèvre et le chacal sont amis. Alors qu'à la maison, son papa qui est berger lui dit le chacal dévore nos chèvres. Et donc, ce qu'il lit à l'école écrit par quelqu'un qui ne connaît pas son milieu socio-culturel n'est pas du tout en adéquation avec ses réalités socio-culturelles. C'est un exemple qui est peut-être caricatural, mais qui traduit effectivement le fossé qu'il peut y avoir entre ce que les enfants lisent à l'école, apprennent à l'école, et ce que offre la réalité quotidienne, ce qu'ils vivent dans leur réalité quotidienne. Non, c'est sûr. Moi, je voudrais réagir sur ça. Oui. Richard, vous savez que dans les lectures qu'on donne aux enfants et dans les histoires qu'on raconte, les enfants, quand on leur raconte des histoires, les histoires ne sont pas forcément toujours calquées sur la réalité. Ah, mais vous savez, là, on est en train de parler de la psychologie de l'enfant, voyez-vous. Voilà, c'est difficile pour un enfant de faire la part des choses. Voilà, donc je dirais que effectivement, il faut dépasser et donc quand on raconte, c'est-à-dire on le fait rêver, on le fait, c'est-à-dire de la manière la plus large possible. Donc je pense que cet exemple du chacal et de la chèvre est réducteur. Réducteur selon vous. Pour condamner toute une contextualisation d'un programme donné. Je pense que je tire mon chapeau, je profite de l'occasion, je tire mon chapeau aux enseignants djiboutiens qui ont quand même réussi à fabriquer et à concevoir les livres depuis la primaire jusqu'à la terminale aujourd'hui, avec toutes les spécialités. Je l'ai dit, le thème de demain, ce sera donc système éducatif et formation professionnelle. Nous devons dire quelques mots sur la formation professionnelle avant de clore cette émission. On l'a dit tout à l'heure, 1500 étudiants sortent de l'université de Djibouti sans avoir accès à l'emploi. Beaucoup n'ont pas eu la chance d'aller dans des écoles de formation professionnelle. Effectivement, depuis 2000, une nouvelle architecture est mise en place dans votre pays. Comment faire pour promouvoir la formation professionnelle dans votre pays? Puisque vous parlez justement de la question de l'adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Je pense que les compétences acquises par ces 1500 étudiants, il ne faut pas les minimiser. Je pense que pour pouvoir s'adapter à un travail qui est là, je pense que là, l'université, effectivement, avait déjà entrepris à récupérer des étudiants qui étaient en licence, à les, comment on appelle ça, à leur donner une formation en ingénierie, au niveau avec des partenariats avec des pays étrangers comme la Turquie par exemple, pour pouvoir les faire sortir 2 années plus tard, ingénieurs, au niveau soit de la mécanique, soit de l'électricité, et donc des licences au niveau des matières scientifiques. Je pense que la stratégie reste à trouver, mais il manque peu pour adapter ces gens qui ont déjà des compétences donc assez valables pour pouvoir les adapter à un marché qui est là. Monsieur Ibrahim Mohamed, vous êtes enseignant, vous enseignez à Lille précisément, mais aussi ici, vous formez des étudiants qui ne sont pas absorbés par le marché de l'emploi. Donc il faut professionnaliser la formation. Quelles sont les pistes, quels sont les leviers prioritaires que le prochain président ou celui qui remporte l'élection doit utiliser pour effectivement opérer cette réforme? C'est que je peux vous en parler. Quand nous avons créé cette université,
c'était par rapport à ce qu'il y avait. C'est-à-dire qu'on avait fait des économistes, des gestionnaires. Au fur et à mesure, cette université, elle s'adapte. Sur les marchés. Elle s'adapte, par exemple. Nous, on avait fait à l'époque de BTS, de gestion de comptabilité. On a supprimé parce que sur le marché du travail, il a été absorbé. Donc, on crée d'autres disciplines. Et c'est ce qui se passe actuellement. Dans le futur, on aura besoin de cadres de haut niveau de pointe, comme des ingénieurs. C'est ce que les candidats sortants ils proposent, par exemple, dans cette université. Et en particulier également aussi le ministre de l'Enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter sur ce marché, c'est-à-dire à partir de l'offre, se préparer dans les longs termes avec ces emplois qui vont se créer. Monsieur Hassan, les leviers prioritaires à saisir aujourd'hui pour éviter que 1500 étudiants ne sortent de l'université sans trouver de l'emploi? Ça reste effectivement le plus grand défi à relever pour les années à venir pour Djibouti, surtout en relation à la question du chômage également. Il y a effectivement... C'est lié. C'est lié, effectivement, et ça reste le plus gros défi qu'il faudra relever dans les années à venir pour tous les Djiboutiens. Les efforts, de mon point de vue, doivent être combinés, doivent aller dans plusieurs sens, parce que il y a la question de la langue également, la langue anglaise, qui est nécessaire aujourd'hui pour tout jeune qui veut se retrouver sur le marché du travail. Il faut introduire l'apprentissage de l'apprentissage de la langue anglaise doit intervenir à un moment donné qui leur permette aisément, au moment où ils obtiennent leur diplôme, de pouvoir tout de suite se projeter sur le marché du travail. On a parlé des questions des bases et les possibilités sont énormes par rapport à la base américaine. Beaucoup de jeunes, justement, n'arrivent pas à pouvoir bénéficier de ces offres-là en raison de la langue. Et là, également, il y a un travail à faire. La formation des formateurs, également, est une autre piste à explorer, et des coopérations possibles avec des pays comme le Maroc qui sont assez bien avancés. Voilà, plusieurs pistes, vraiment des efforts dans plusieurs sens. Le mot de la fin, puisque nous sommes donc à la fin de cette émission. Concernant toujours ce thème, oui. Moi je dirais en deux étapes. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait un rapprochement, mais vraiment un très grand rapprochement, entre les gens qui gèrent les secteurs donc, d'activité potentielle et l'université. Ça, c'est le premier point. Et pour ces gens qui sont déjà sortis, la professionnalisation. Écoutez, on espère effectivement que les différents candidats ont écouté donc l'appel lancé ici. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. Monsieur Mohamed Ibrahim, je rappelle que vous êtes expert auprès des Nations Unies en matière de gestion des conflits. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Monsieur Saïd Nou, je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de piraterie maritime. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. Et monsieur Ali Hassan, qui est lui expert en relations internationales. Merci à vous. Merci Richard, et c'était un plaisir. Mesdames et messieurs, c'est la fin du débriefing des experts que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. On se retrouve ce samedi 3 avril pour débattre du thème système éducatif et formation professionnelle à Djibouti. Ce sera avec Marie-Angèle Touré, même lieu, même heure. À très bientôt.